les conférences buissonnières de l'Association des jardins et vergers de Loutre-Forêt vous proposent l'intervention de Madame Marie-France Dignac sur le thème de la pollution plastique, une menace invisible. Merci à toutes et à tous d'être venus ce soir. Je vais introduire rapidement cette soirée par des remerciements. Donc le premier remerciement, c'est aux gens qui rendent ces conférences possibles, notamment donc et principalement donc la Caisse du Crédit Mutuel de Soultz, qui une nouvelle fois nous accompagne financièrement pour qu'on puisse organiser ces événements. Et puis une deuxième personne que j'aimerais remercier, c'est une enseignante du lycée de Wissembourg, avec qui on travaille déjà depuis 2-3 années et qui, en début d'automne, m'a raconté ses vacances en Italie et comment elle avait été choquée par la présence des déchets plastiques sur les plages et un peu partout. Et donc elle me disait, ça serait sympa si on pouvait faire quelque chose sur le thème de la pollution plastique. Parce que ça colle avec les programmes d'enseignement au lycée et on pourrait faire quelque chose comme ça. Donc voilà, ça c'était les deux remerciements au-delà de ceux que j'adresse aux membres de la JVOF qui sont là pour préparer déjà l'événement pendant plusieurs mois et qui sont là aussi ce soir pour donner un coup de main, pour mettre les tables, etc. Donc, pour vous dire aussi que comme on travaille avec le lycée de Wissembourg, donc cet après-midi, avec Madame Dignac, on était au lycée Stanislas avec un groupe d'une quarantaine d'élèves. Et donc, ils ont échangé avec Madame Dignac, questions-réponses sur les thématiques donc d'environnement, de pollution plastique, d'impact sur la santé, mais également sur les carrières des femmes en sciences. Et notamment, hier, c'était la Journée internationale des femmes de sciences. Et donc, c'était l'occasion, là aussi, d'encourager toutes les jeunes filles à faire des études en sciences. Bien sûr, c'est pas interdit aux garçons, mais les filles en particulier. Et donc voilà, on a passé une très très bonne après-midi avec des jeunes personnes extrêmement matures et sensibles aux problèmes de la pollution par les matières plastiques d'une manière générale. C'était très enrichissant, j'espère pour eux, c'était très enrichissant pour nous qui avons assisté à ça et c'était motivant de les écouter et puis surtout d'avoir envie de recommencer. Et donc sur ce, moi je ne vais pas parler plus longtemps que ça. Je laisse la parole donc à Madame Marie-France Dignac, elle se présentera. On est très heureux de l'accueillir ici au bout du nord-est de la France. Je disais que c'était pas facile de faire venir des chercheurs de renommée mondiale ici à Soultz, mais Madame Dignac m'a dit finalement c'est facile de venir ici. Donc, je vais lui laisser la parole et voilà, quelques applaudissements parce qu'elle a quand même fait le trajet de Paris ce matin. Elle a travaillé dans la voiture, elle a fait une téléconférence dans la voiture, elle travaille chaque fois qu'elle a 5 minutes ou 10 minutes de libre. Elle a déjà donné une conférence cet après-midi et puis elle est là pour nous ce soir. Donc, déjà, merci pour elle. Bien, merci Philippe pour l'introduction. Merci pour m'avoir invité à donner cette conférence au bout nord-est de la France. Et bonsoir à toutes et à tous. Donc moi je suis directrice de recherche à INRAE, je suis chimiste de formation, mais en fait je travaille plutôt dans le domaine de l'environnement et de l'écologie. Je travaille dans un institut d'environnement et d'écologie à Paris, à Sorbonne Université, sur le site de Jussieu. Voilà. Et mes thématiques de recherche, c'est le fonctionnement des sols, le fonctionnement géochimique, biogéochimique des sols, en lien avec la biodiversité contenue dans les sols. Et en lien avec les crises planétaires comme le changement climatique et la pollution en général. Et depuis quelques années, un peu par hasard, je me suis retrouvée à travailler sur la pollution plastique parce que
J'ai étudié les sols, donc la composition chimique des sols, et en particulier de leur carbone, qui peut être un puits de carbone par rapport au CO2 de l'atmosphère. Et en caractérisant ces molécules chimiques dans le sol, on s'est rendu compte qu'il y avait des molécules qui étaient d'origine synthétique et qui venaient en fait de polymères qui étaient arrivés au sol. Et c'était il y a une dizaine d'années où c'était pas un sujet, c'était un sujet pour la pollution dans les océans par les plastiques, mais c'était pas encore un sujet très étudié dans les sols. Et là maintenant, c'est devenu aussi un sujet très étudié, la pollution des sols par les plastiques et par les microplastiques. Donc plus généralement, ce soir, je vais vous parler de la pollution plastique, de cette menace essentiellement invisible, même si la part visible nous paraît insupportable, hein, souvent quand on voit des plastiques dans la nature. Mais finalement, ça n'est que le sommet de l'iceberg et la majeure partie de cette pollution reste invisible. Alors pour commencer, je vais vous donner quelques définitions donc sur les plastiques et quelques chiffres clés de ces matériaux. Donc déjà, un plastique, peut-être pour vous, ce sont ces numéros que vous pouvez voir dans le fond d'un pont de yaourt ou d'un plastique à usage alimentaire qui vous donne un numéro sur le recyclage. Comment il va être, quelle catégorie de plastique recyclable il appartient. Donc le 1, c'est pour le polyéthylène terephthalate. Donc ce sont les bouteilles d'eau transparentes, par exemple, qui sont un type de polymère. Ensuite, il y a le polyéthylène qui peut être dur, comme dans des plastiques alimentaires, ou plutôt souple, comme dans les sacs plastiques, le polystyrène, des pots de yaourt, etc. Donc, on a l'impression qu'on peut catégoriser en 7 catégories ces plastiques, mais en réalité, c'est beaucoup plus complexe que ça. Donc déjà, le plastique, il est fabriqué à partir de pétrole. Donc c'est à 99%, donc il y a 1% à peu près aujourd'hui qui est fabriqué à partir de sources biologiques, soit des algues, soit de la biomasse végétale. Et ce pétrole, on va en séparer une fraction qui s'appelle le naphtha, qui au début de l'exploitation du pétrole était une fraction qui était jetée parce que ça permet pas de faire de l'énergie. Et puis on s'est rendu compte qu'on pouvait en faire des molécules chimiques, donc c'est la pétrochimie, qui transforme ce naphtha en petites molécules, donc des unités qu'on appelle monomères, qui sont comme des perles, qui vont ensuite être mises bout à bout pour fabriquer ces polymères. Donc ces polymères, en fait, c'est ces différentes classes de polymères qu'on trouve dans les plastiques de notre quotidien. Donc c'est par polymérisation. Mais en fait, donc il y a un fort rôle de ces plastiques avec le pétrole, puisqu'ils sont fabriqués à partir de pétrole, et il faut énormément d'énergie pour faire cette transformation à partir du naphtha, déjà pour extraire le naphtha, puis pour faire cette transformation en monomère, puis polymériser. Et l'industrie du plastique dans le monde représente 3,6% des émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est le même ordre de grandeur que l'industrie de l'aviation. Donc finalement, tout le plastique qu'on utilise, ça contribue au réchauffement climatique de la même manière que le secteur de l'aviation. Et les prédictions, vu que dans le secteur énergétique, on va essayer de décarboner, donc d'utiliser des sources d'énergie qui sont moins émettrices de gaz à effet de serre, alors que la production de plastique continue à augmenter. Donc les prédictions, c'est que aux alentours de 2040, l'industrie du plastique devrait représenter environ 5% de ces émissions. Et donc elles vont prendre de plus en plus d'importance. Et donc ça, c'est un article qui est de vulgarisation auquel j'ai contribué, qui est publié dans The Conversation, donc un article de scientifique, mais plutôt dans un style journalistique, et où on se posait la question au moment de la COP 30. Est-ce que les pays qui font des efforts pour émettre moins de dioxyde de carbone avec l'énergie, en passant à des énergies des énergies plus décarbonées, vont pas se retourner vers le plastique et vers les produits de la pétrochimie pour utiliser ce pétrole? Et donc, dans cet article, on détaille comment le plastique contribue au réchauffement climatique, non seulement par l'origine de son matériau, donc c'est
4 à 6% du pétrole, d'une goutte de pétrole en Europe est utilisée pour faire des plastiques. Mais aussi, lorsqu'il se retrouve dans l'environnement, il peut perturber les cycles biogéochimiques et les cycles du carbone en particulier. Et de plus, une fois qu'on a ce polymère, par donc la chimie et la pétrochimie, c'est un peu, on peut imaginer une assiette de spaghettis avec toutes ces longues chaînes de polymères qui sont comme des colliers de perles et qui s'entremêlent. Mais on n'a pas le plastique, on n'a encore que le polymère. Pour faire un plastique, il va falloir ajouter ce qu'on appelle des additifs, notamment des plastifiants qui vont faire tenir ensemble cette structure de polymère, qui vont donc les plastifiants, c'est par exemple les phtalates, ce sont des molécules qui peuvent être toxiques, et ces plastifiants vont, on peut changer la composition des additifs qu'on va augmenter pour changer les propriétés du plastique, son caractère cassant ou souple, son caractère plutôt dur, sa couleur, sa résistance aux UV notamment avec des anti-UV ou des antioxydants. Et donc finalement, le plastique, c'est le polymère plus toutes ces substances chimiques qui vont pas être associées, qui vont pas être accrochées en fait. Elles sont mélangées dans le polymère et donc elles peuvent diffuser aussi lors de l'utilisation du plastique. Donc on peut imaginer qu'on est passé d'un plat de pâtes au sel avec un plat de pâtes avec plein d'ingrédients qui sont ces petites molécules qu'on a rajoutées pour donner ces caractéristiques au plastique. Alors la composition des plastiques, c'est un secret industriel, donc on n'y a pas accès, on ne peut pas savoir ce qu'il y a dedans. Il y a des listes de molécules qui sont autorisées ou pas pour fabriquer des plastiques en fonction de l'utilisation qu'on veut en faire, que ce soit pour fabriquer des plastiques alimentaires, bien sûr, avec des restrictions beaucoup plus strictes, ou des plastiques techniques. Et donc, il y a une équipe de recherche qui a analysé tous les plastiques du quotidien qu'ils ont pu acheter dans le commerce. Et ils ont identifié ils les ont pas identifiés, ils ont dénombré plus de 16 000 substances chimiques différentes dans ces plastiques du quotidien. Dont certaines, ils n'ont pas réussi à savoir ce que c'était pas dans leur bibliothèque de molécules connues. Et ça, c'est parce que quand on fabrique les plastiques, déjà, on met beaucoup de molécules différentes dedans. Mais en plus, quand on va les fabriquer, c'est des processus à chaud où on va fondre les matériaux et il peut y avoir des recombinaisons. Donc, il y a des substances ajoutées et des substances qui se sont formées pendant la fabrication du produit en plastique. Et il y en a encore plus de variétés après recyclage. Donc, à chaque fois qu'on va recycler, on va mélanger ces substances qui sont déjà très variées et en former de nouvelles. Mais au final, il n'existe pas 7 types de plastique, il en existe des milliers, peut-être 4000, c'est difficile à estimer, de ces mélanges différents en fonction de leur utilisation. Et c'est un des problèmes pour le recyclage, parce que si on voulait recycler efficacement des plastiques, il faudrait avoir des plastiques qui ont exactement la même composition. Or, quand on met nos plastiques dans la poubelle de recyclage, ils vont être tout mélangés. Alors, les polymères, on peut à peu près les séparer par des méthodes visuelles, ou des méthodes par différenciation physique en fonction de leur densité ou de certaines propriétés optiques. Mais les substances chimiques qui sont dedans, on va pas pouvoir les séparer, donc ils vont arriver tout mélangés dans le centre de recyclage. L'autre problème c'était le problème de la complexité des plastiques. Donc je vais vous parler des problèmes des plastiques. Alors on est tous d'accord que ça nous rend beaucoup de services et que on pourrait pas se passer complètement des plastiques. Ça on est tous d'accord. Mais le problème c'est quand même qu'ils sont de plus en plus utilisés pour un usage unique ou à très court durée de vie. Donc en fait les plastiques, la plupart de ceux qu'on utilise, on va les jeter après une utilisation. Donc après quelques mois ou quelques années au mieux d'usage. Et la production de plastique a une croissance exponentielle. Donc, entre 2000 et 2020, on est passé de 230 millions de tonnes par an à 460 millions de tonnes par an. Donc, on a multiplié par 2 la quantité de plastique produite dans le monde. Alors, avec une part des emballages qui est très importante, et c'est en particulier cette part des emballages qui a une durée de vie très faible, qui va être jetée très vite après avoir été utilisée. Et les prédictions pour les années à venir, si on continue sur cette même dynamique, c'est d'arriver à 1 milliard de tonnes en 2060. Donc on voit aujourd'hui que rien que la pollution qui est
visible dans l'environnement, elle est très importante et elle est insupportable pour la nature, insoutenable. Et donc cette production insoutenable aujourd'hui, elle pourrait être multipliée encore par 3 d'ici 2060 si on continue sur ce rythme-là. Donc c'est une croissance qui est aussi liée à la croissance économique et en particulier des pays émergents, mais aussi des pays développés. Donc où est-ce qu'on trouve du plastique ? Donc ça c'est la demande pour les différents secteurs économiques en Europe en 2014. Donc ça a un petit peu changé, mais pas tant que ça. Et c'est à peu près les mêmes chiffres dans le monde. Donc l'agriculture utilise 3,4% de la production totale de plastique. Alors ça apparaît pas beaucoup, mais les plastiques qui sont utilisés en agriculture, ils sont utilisés directement dans l'environnement et directement sur les sols. Donc ils ont quand même ils représentent une source de pollution assez importante. On en utilise dans l'électronique, dans l'automobile, où là, on est d'accord que les plastiques de l'automobile rendent le service de rendre les véhicules plus légers et donc moins émetteurs de carbone. Donc il y a quand même un bénéfice dans certains domaines. Dans le BTP, on utilise énormément de plastique, mais là, le plastique a remplacé énormément de matériaux un peu plus traditionnels, notamment le bois. Et puis, on voit que cette part des emballages, c'est 40% de tous les plastiques produits qui sont utilisés pour emballer des denrées alimentaires, mais également des vêtements ou d'autres objets du commerce. Donc ça, c'est une problématique importante puisque ce sont ces emballages, c'est ceux quand même qu'on retrouve le plus dans l'environnement et c'est ceux qui vont rester, qui vont être utilisés le moins longtemps avant d'être jetés. Donc ils vont faire le plus de déchets. Alors ça, c'est un graphique qui peut paraître un peu compliqué, mais en fait, on peut imaginer un flux de plastique, une rivière qui se divise. Donc là, on a les 460 millions de tonnes en 2020, dont je vous ai parlé, donc qui sont produites en une année. Et ensuite, il y a 353 millions de tonnes de déchets plastiques qui sont produits chaque année. Donc on voit bien que c'est très important et donc ça représente le fait que les plastiques sont utilisés très peu longtemps avant d'être jetés. Et sur ces 353 millions de tonnes de déchets produits dans le monde, il y en a 22% qui fuient directement dans l'environnement. Donc ça, c'est une estimation basse. Parce que c'est quand même difficile de savoir qui fuit dans l'environnement sous forme de déchets. Donc ça veut dire que plus on va augmenter la production, ce chiffre-là, il change pas beaucoup. Il s'est pas du tout amélioré, donc on est toujours autour de 22%. Donc déjà, plus on va augmenter, plus on va envoyer des plastiques dans l'environnement. Il y en a 46% qui est enfoui. Alors enfoui, ça veut dire mis en décharge. Dans nos pays, c'est des décharges à peu près contrôlées, c'est vraiment de l'enfouissement. Dans les pays en développement, c'est souvent des décharges à ciel ouvert. 18% qui est incinéré. Là encore, dans nos pays, on va y revenir, mais c'est à peu près contrôlé. Dans les pays en développement, c'est souvent du brûlé à ciel ouvert. Et puis, il y en a que 14% dans le monde des plastiques jetés qui sont collectés pour recycler. C'est un petit peu mieux en France, on est plutôt autour de 30%, donc à peu près le double. Mais sur ces plastiques collectés pour recycler, en fait, tous ne peuvent pas être recyclés parce que soit on ne sait pas, il y a certains polymères qu'on ne sait pas recycler, soit c'est des mélanges de différents plastiques qu'on va pas savoir recycler, soit ils sont souillés, soit ils ont des polluants qui permettent pas de les recycler. Et donc, il y en a finalement que 9% dans le monde qui sont recyclés. Donc 90% des plastiques qui sont jetés ne sont pas recyclés. Donc aujourd'hui, on nous vend souvent une économie soi-disant circulaire du plastique. En fait, si on regarde ce schéma, moi, personnellement, je vois pas un cercle. Je vois plutôt une économie complètement linéaire. Alors en France, encore une fois, c'est un tout petit peu mieux. On est plutôt autour de 17% de recyclage des plastiques. Enfin, recyclage. On peut appeler ça souvent du décyclage parce qu'en fait le plastique va pas être forcément réutilisé pour la même utilisation, plutôt pour faire des objets de moins bonne qualité. Et donc en France, on est autour de 30% de plastique mis en décharge. Alors mis en décharge, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va creuser un grand trou dans le paysage, on va y mettre une bâche plastique et on va le remplir avec les déchets, en particulier les déchets plastiques, et on va refermer ce trou.
remettre un peu de paysage par-dessus. Et puis, c'est un cadeau pour les générations futures parce que ça va pas bouger. Le plastique, ça se dégrade pas. Donc, ça va rester comme ça. Et donc on se dit c'est bien, on a bien contrôlé tout ça, mais parfois on perd le contrôle. Donc ça c'est en France en ce moment sur toutes les côtes littorales. Il y a des décharges qui avaient été construites dans les années 90, trop près des côtes, mais qui étaient loin des côtes à l'époque. Mais avec l'érosion côtière, eh bien elles se déversent dans la mer directement. Ça c'est en Bretagne, près du Havre. Et donc c'est un mélange. Elles ont été alimentées jusque dans les années 2000 et aujourd'hui elles sont complètement ouvertes. Donc on voit bien qu'il y a un problème, même dans nos pays où on pense qu'on sait gérer les déchets. Mais on n'est jamais sûr que ça va pas se retrouver dans l'environnement. Donc il y a des plastiques, il y a de l'amiante, il y a des métaux lourds. Et donc ça, l'ADEME, l'Agence de la transition écologique, a financé des projets pour essayer de comprendre comment on va se débarrasser de ces terres dont on peut rien faire à part excaver et essayer de les faire disparaître ou de les enfouir ailleurs. Donc la production de déchets, c'est aussi ça, c'est aussi le fait que même si il y a que 30% qui est pas, qu'on arrive à en recycler une petite partie, ben tout ce qu'on ne sait pas recycler, ça finit quand même un jour ou l'autre dans l'environnement. Et puis dans les pays en développement, une décharge, c'est plutôt comme ça. Donc c'est une des décharges les plus grandes au monde. La décharge de Dandora, près aux portes de Nairobi. Hein, on a la ville qui est juste derrière, avec évidemment des problèmes sanitaires énormes. Une décharge à ciel ouvert avec le vent qui peut emmener tous les débris loin de la décharge, des animaux qui viennent se nourrir sur ces plastiques. Donc beaucoup de problèmes de santé liés à cette décharge. Dans les pays d'Asie, on a donc et en Afrique aussi, on a des travailleurs qui travaillent sans protection pour trier à la main les déchets. On sait aussi qu'une partie des déchets de l'Occident part dans ces pays qui n'ont pas les infrastructures pour les traiter. L'incinération, donc pareil, on se dit en France, c'est relativement bien contrôlé, mais même quand c'est contrôlé avec récupération d'énergie, parce que comme le plastique est fait à partir de pétrole, quand on le brûle, il libère de l'énergie. Mais il y a quand même donc déjà des émissions de CO2. Hein, le carbone du plastique, il est transformé en dioxyde de carbone, mais également des émissions de particules fines, de polluants atmosphériques comme les dioxines ou les oxydes d'azote. Et donc ça qui vont même dans des incinérateurs contrôlés qui peuvent se répandre dans les environs. Et puis encore une fois dans les pays en développement, l'incinération c'est ça. Donc c'est à même la décharge, on va brûler les déchets sans protection avec là des émissions très problématiques de dioxines et de beaucoup de métaux et de produits polluants. Qui sont vraiment très problématiques pour les populations, avec souvent des enfants qui jouent à côté. Enfin, donc le plastique, c'est aussi ça. C'est une forme de pollution plastique qu'on va moins voir, mais qui est aussi très inquiétante. Donc voilà, la pollution plastique, c'est une pollution qui est protéiforme, qui touche tous les écosystèmes. Donc c'est des objets reconnaissables ou non, des particules, des substances chimiques, mais également des polluants atmosphériques. Donc ça c'est ce qu'on voit, mais après on peut zoomer un petit peu et là on va voir ça. Là ce sont des granulés de plastique industriel, ça qu'on appelle larmes de sirène quand on les trouve dans l'environnement. C'est un nom un peu trop poétique je trouve pour ce que c'est. Donc souvent il y a des containers. Donc ça c'est la forme des plastiques, des polymères plastiques qui sont transportés d'un bout à l'autre du monde dans des usines qui vont fabriquer les objets en plastique en fondant ces granulés. Et donc quand ils sont transportés sur des cargos, dans des containers, comme c'est léger, le plastique, ils sont souvent tout en haut de la pile de containers et il suffit qu'il y ait une tempête ou un problème sur le bateau et le container se renverse à la mer. Ça arrive très souvent. Il y a eu une loi au niveau européen qui est passée pour avoir un traçage des pertes en mer de granulés plastiques. Il y a eu une pollution importante sur les côtes de Galice fin 2023 ou 2024. Là, il y a quelques temps, c'était 2 cargos qui étaient rentrés en collision au large des côtes de Grande-Bretagne et qui transportaient ces granules plastiques et donc qui se sont déversés aussi sur les côtes. Donc il suffit de se promener sur les plages atlantiques, par exemple, on va trouver tous ces
ces granules, c'est très compliqué à éliminer parce que c'est mélangé à de la matière organique naturelle, à des morceaux qui peuvent, avec des petits animaux aussi qui peuvent être sur le sable. Donc ça, c'est une autre forme de pollution plastique. La pollution plastique, c'est aussi ça. Donc c'est dès leur production. Les populations qui vivent près des usines pétrochimiques. Bon, en Louisiane, il y a une région qui s'appelle l'allée du cancer. Hein, ça dit ce que ça veut dire. Il y a beaucoup de pertes, de fuites de composés toxiques dans l'environnement. Alors c'est pas chez nous, hein, c'est loin de chez nous, mais enfin il y a des usines chimiques, il y en a aussi dans la vallée du Rhin, donc c'est pas si loin. Et en tout cas, c'est le plastique pollue. Pas seulement quand il est en déchet, il pollue lors de sa production aussi, lors de l'extraction du pétrole également. Ce sont des industries qui sont extrêmement polluantes. Et le plastique pollue aussi toutes les formes de traitement des déchets sont polluantes. Donc c'est pas parce qu'on dit on va bien traiter les déchets, on va investir des millions d'euros de la collectivité pour faire des infrastructures qui vont être capables de trier pour les déchets, pour les recycler. Mais lors de ces étapes de tri et de traitement des déchets, il va y avoir aussi des pollutions. Et puis lors de l'utilisation des plastiques, donc en particulier, enfin notamment les plastiques agricoles, mais en fait tous les plastiques vont émettre des particules polluantes, des microplastiques et des substances chimiques dans l'environnement. Et donc on en trouve aussi dans les sols. Donc ça, je vais y revenir. C'est mon sujet de recherche plus particulièrement. Et donc en fait, plus on produit de plastique, plus on pollue. Donc ça, c'est vrai pour toutes les pollutions de l'ensemble de la chaîne de valeur du plastique. Mais là, ce sont des ONG qui ramassent régulièrement les plastiques dans l'environnement, et il y en a certains qu'on peut associer à une marque, puisqu'ils sont encore reconnaissables, il y a encore un bout d'étiquette. Donc ils essaient de catégoriser, donc chaque année ils font le podium des marques les plus retrouvées dans l'environnement. Donc c'est toujours le même ordre. Hein. Alors c'est Coca-Cola, Nestlé, PepsiCo. Parfois ces deux-là ils s'inversent, mais c'est quand même toujours les grandes marques polluantes de l'alimentation et des boissons. Et ils ont aussi tracé ce graphe. Donc ici, on a le pourcentage de plastique utilisé par une entreprise. Donc plus on va vers la droite, plus l'entreprise, donc on retrouve Coca-Cola qui est le plus à droite, et c'est ceux qui utilisent le plus de plastique pour leur production. Et ici, plus on va vers le haut, c'est les marques dont on retrouve le plus de plastique dans l'environnement. Et donc, on voit qu'on a une courbe complètement linéaire. Donc, plus une marque utilise de plastique dans ses produits, plus elle pollue l'environnement. Donc, en fait, c'est une des raisons pour lesquelles on peut dire que plus on produit du plastique, plus on pollue, et que c'est pas le traitement des déchets qui va changer énormément cette tendance. Et une fois dans l'environnement, donc ces plastiques, ils sont soumis au rayonnement UV, au froid, au gel, à l'abrasion s'ils sont l'abrasion des vagues s'ils sont dans la mer, et ils vont pas se dégrader. Un plastique, ça se dégrade très 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 lentement, mais ça va se fragmenter en particules de plus en plus petites. Donc quand les particules sont supérieures à 5 mm, on parle de macroplastique. Entre 1 micromètre et 5 mm, on parle de microplastique, donc c'est la taille à peu près d'un grain de riz, puis après ça devient invisible. Et en dessous de cette taille, on parle de nanoplastique, donc inférieur à 1 micromètre. Et puis ils peuvent aussi libérer des substances chimiques, en particulier les substances chimiques qui les constituaient, et des composés volatiles un petit peu aussi qui se dégagent. Donc on peut faire un petit calcul qu'un sac plastique qui arriverait dans l'océan, par exemple, eh bien il va produire 1 million de milliards de nanoplastiques qui vont rester, qui vont peut-être changer de taille, mais qui resteront sous la forme de polymères. Voilà, donc c'est la même chose pour une bouteille retrouvée dans l'environnement. Elle va disparaître à notre vue au fil de dizaines d'années. Hein, ça va quand même être un processus assez lent, mais elle va pas disparaître, elle va simplement se fragmenter.
Et si on parle alors on parle parfois de cycle de vie du plastique, qui est une expression évidemment un peu abusive, puisque comme on l'a vu tout à l'heure, c'est pas du tout un cycle, et en plus c'est pas non plus une vie, mais c'est un terme qui est utilisé dans le domaine industriel pour caractériser l'impact et l'empreinte des produits industriels. Donc en fait, le cycle de vie du plastique, il commence à l'extraction du pétrole, puis à la fabrication du plastique, à la distribution, à son utilisation et quand il devient un déchet. Et donc, c'est tout au long de ce cycle de vie qu'on va avoir des émissions de pollution par les plastiques. C'est aussi pour ça que plus on produit, plus on pollue, puisque quand on est arrivé au stade de déchet, même si on traite le déchet, en fait, le plastique a déjà pollué pendant toute sa vie de son utilisation. Et ça, ce sont quelques sources de microplastiques. Donc, les macroplastiques dans l'environnement peuvent se transformer en microplastiques. Mais on trouve aussi ça je vous en ai déjà parlé aussi, c'est les pertes en mer ou en rivière de granulés plastiques industriels. Mais on trouve aussi des microplastiques fabriqués à cette taille dans les peintures, donc les peintures de bateaux, mais les peintures des bâtiments aussi. Donc quand un bâtiment vieillit et perd sa peinture, ces particules de peinture qui contenaient des microplastiques sont parties dans l'environnement. On trouve aussi des microplastiques dans nos vêtements, des fibres textiles. Et donc quand on va laver les vêtements, alors déjà quand on les porte, il peut y avoir des émissions de microplastiques dans l'air. On respire beaucoup de microplastiques, de fibres. Et quand on les lave, ça va partir dans les eaux usées. Ça va être relativement bien éliminé dans les stations d'épuration. Donc, il y en a une petite partie qui part à la rivière, mais assez faible. Mais en fait, dans les eaux usées, ça disparaît pas. C'est concentré dans les boues de stations d'épuration, dont la majeure partie, 40% en France, est épandue sur les sols. Donc, en fait, on élimine les microplastiques de l'eau usée, mais on les remet quand même dans l'environnement. Donc ça, c'est une source importante de microplastiques dans l'environnement. Et puis les pneus des voitures, donc ça, sont des recherches assez récentes qui ont quantifié les microplastiques émis par les pneus des voitures. Donc ça, c'est pareil, ça disparaît, on les voit pas. Mais quand un pneu usé a perdu 1 ou 2 kilos en fonction de la marque de sa gomme en caoutchouc, ce sont des microplastiques qui ont été émis dans l'environnement avec des particules qui contiennent des substances chimiques polluantes. Il y a notamment un composé chimique qui a été identifié pour impacter les élevages de saumon qui étaient impactés par cette substance chimique qu'on trouve spécifiquement dans les pneus des voitures. Autre source de microplastiques sont les produits cosmétiques. Alors en Europe, ça a été interdit, l'ajout de microplastiques dans les produits cosmétiques a été interdit en 2018. Mais dans le monde, c'est pas interdit partout. Donc, si on achète des cosmétiques, notamment sur Internet, on risque d'avoir des microplastiques qui non seulement sont pas bons si on se les met sur la peau, mais en plus vont finir dans l'environnement. Donc, en fait, la pollution plastique, c'est pas qu'une question de déchets, c'est pas qu'une question on va mieux traiter les déchets. C'est tout le cycle de vie du plastique qui est un déchet. Et finalement, les plastiques, donc ils impactent le changement climatique, à part des émissions de gaz à effet de serre, mais aussi par une modification des cycles biogéochimiques. Ils sont source de pollution par contamination de tous les milieux, les sols, l'air ou l'eau. Et ils perturbent aussi la biodiversité en perturbant les habitats des animaux, mais également en ayant des impacts écotoxiques ou des impacts directs sur les espèces. Donc ils sont vraiment au centre de ces 3 crises planétaires dont on entend parler. Ils font partie de cette trajectoire. Voilà, c'est pas très positif ce que j'ai écrit. Notre trajectoire vers un monde chaud, pollué, plastifié, sans biodiversité. Bon, ça c'est un peu, voilà. Je suis désolée, j'ai pas des très bons messages à faire passer, mais il faut quand même être conscient qu'on est dans cette trajectoire-là. Et donc, comment ils se dispersent dans l'environnement ? En fait, les plastiques, ils ont été retrouvés. Les microplastiques, on en a retrouvé au sommet du mont Everest, dans les lacs de montagne. Et jusqu'au fin fond des océans, dans la fosse des Mariannes, qui est le point le plus profond des océans, on a aussi retrouvé des plastiques. Il n'y a aucun endroit sur Terre qui n'a pas de plastique. J'ai des collègues qui travaillent sur l'Arctique, notamment sur l'impact des changements, du changement climatique et de la pollution sur les populations arctiques. On retrouve aussi dans les neiges de l'Arctique des microplastiques. Donc la pollution plastique n'a pas de frontières. On va les retrouver. Donc ça c'est une photo prise par un robot d'une campagne de l'Ifremer
Au large de Monaco, donc le canyon de Monaco à 2200 mètres de profondeur, on retrouve beaucoup de déchets et en particulier beaucoup d'objets en plastique qui sont dans le fond de la mer Méditerranée est une des mers les plus polluées du monde. Et donc il y a eu des études qui ont quantifié les microplastiques. Donc plus c'est rouge, plus il y a de microplastiques et quand c'est bleu, c'est qu'il y en a peu. Donc on voit quand même les zones autour des pôles sont relativement encore préservées. Donc la mer Méditerranée particulièrement polluée par les microplastiques et toute l'Asie du Sud-Est également. Mais en fait on en retrouve vraiment partout parce qu'ils vont aussi circuler. Ils vont circuler dans les gyres océaniques. Donc ça c'est d'autres études de l'ONG Five Years qui est allé échantillonner donc tous les petits points, c'est là où est passé leur bateau pour échantillonner les microplastiques. Donc dans les 5 gyres océaniques. Voilà, qui sont aussi très impactés par cette pollution. Et puis on en trouve aussi dans les sols, qui ont différentes origines, mais les milieux terrestres en fait sont les plus grands réservoirs de cette pollution plastique. On parle beaucoup de la pollution des océans, mais il y en a 10 fois plus peut-être. C'est difficile à quantifier parce que il faudrait aller analyser chaque sol. Et donc, quand on voit parfois dans les villes côtières un panneau « Ici commence la mer » sur une bouche d'égout pour informer qu'il ne faut pas jeter les déchets, parce que si on les jette, ils vont se retrouver dans la mer. Mais même quand on est loin de la mer, quand on a des déchets dans les sols, par érosion hydrique, ils peuvent se retrouver dans les rivières, qui vont se jeter dans la mer. Par érosion éolienne, il peut y avoir des particules qui s'en vont très loin, la circulation de ces particules de plastique. Alors, comment les plastiques se retrouvent dans les sols? Donc ça, c'est étudié depuis beaucoup moins longtemps que les plastiques des océans, depuis une dizaine d'années à peu près. Donc nous, on a une étude sur un champ de grande culture qui a reçu des apports de compost fait à partir de déchets urbains. Et donc dans ces déchets urbains, dans ces composts de déchets urbains, on va retrouver des microplastiques qui sont directement apportés lors des épandages de compost. Et on va avoir aussi la plasticulture. Donc, ce que j'appelle la plasticulture, c'est tous les plastiques qui sont utilisés directement sur le sol, les bâchages plastiques, les géotextiles, les serres, parce qu'en fait, les serres, elles sont en plastique, elles sont exposées aux éléments, au vent, aux UV, au changement de température, et elles vont aussi libérer, pendant leur utilisation, des microplastiques. Il y a des fertilisants qui sont enrobés dans des plastiques, dans des polymères qui vont avoir une libération lente. Donc ça veut dire qu'il faut un peu se craqueler, se fragmenter, libérer leurs principes actifs, mais ils vont ensuite rester dans les sols. Et puis tous les plastiques qui sont utilisés notamment pour emballer les pailles ou pour recouvrir de bâches l'alimentation des animaux. Et puis une autre source dans les sols, ce sont ces épandages de boue de stations d'épuration dont je vous ai parlé, donc qui apportent des quantités importantes de microplastiques dans les sols en Europe. Et donc en fait, pourquoi est-ce qu'on apporte des composts sur les sols? C'est essentiel pour la fertilité des sols, pour apporter des matières organiques. Donc de tout temps, en agriculture, on a apporté des matières organiques. Donc à l'époque, au 19e siècle, à l'époque de Jean-François Millet, c'était du fumier qui était apporté sur les sols. Aujourd'hui, quand on apporte des matières organiques sur les sols, elles proviennent plutôt de ça, donc de nos poubelles. Et donc ça, c'est les poubelles tout venant non triées. Donc évidemment, il y a des déchets qui sont plus propres, hein, les déchets verts ou les biodéchets. Mais même les déchets tout venant, on peut en extraire une partie organique par des techniques mécaniques de déconditionnement. Et c'est encore dans plusieurs régions de France, on utilise encore ces déchets pour faire du compost qui va ensuite être répandu sur les champs. Donc dans mes projets de recherche notamment, j'ai essayé de quantifier les microplastiques qui se trouvaient en surface, donc dans la couche de labour qui est retournée, donc qui est mélangée. Et on a quantifié ces microplastiques et on a trouvé en fonction du compost qui était étendu, donc soit un compost de biodéchets, donc qui est trié à la source. Donc ça, c'est
après 20 ans d'épandage de compost. Donc un agriculteur qui a utilisé pendant 20 ans plusieurs types de compost, donc soit du biodéchet, soit des bouts de stations d'épuration mélangés à des déchets verts, soit des ordures ménagères résiduelles non triées. Et puis on avait un témoin où il n'y avait pas eu d'épandage un sol similaire où il n'y avait pas eu d'épandage de compost. Donc dans le témoin, on retrouve peu de microplastiques. Après, donc c'est en kilogrammes à l'hectare dans les 20 premiers centimètres du sol. Dans le compost de biodéchets, il était relativement propre aussi. On retrouve un petit peu de microplastique. Déchets verts, ça dépend aussi de la manière dont on collecte les déchets verts et on en avait davantage. Et puis ça pouvait provenir aussi des bouts de stations d'épuration. Et puis dans ces composts faits à partir des déchets tout venant, on a trouvé jusqu'à plus de 400 kilos par hectare de microplastiques, les plus gros, parce qu'on a regardé pour l'instant que les 2 à 5 mm. Sachant que la norme française, pour épandre un compost, vérifie la concentration des macroplastiques, donc supérieure à 5 mm, mais il n'y a aucune norme aujourd'hui sur les microplastiques. Donc on ne va pas regarder les teneurs en microplastiques dans les composts. Et donc là, 400 kg par hectare, on peut, ça correspond à 80 000 sacs plastiques ou 1400 bouteilles d'eau qui auraient été émiettés pendant 20 ans de ces épandages de compost. Donc c'est des quantités qui peuvent être assez énorme. Là, c'est un site très particulier puisqu'il y a eu des épandages réguliers de ces déchets particulièrement pollués, mais qui ne sont pas interdits en France. Pour l'instant, les épandages de ce type de compost devaient être interdits en 2027 par la loi AGEC, la loi contre le gaspillage et pour l'économie circulaire. Mais les traiteurs de déchets qui ont investi dans des infrastructures pour traiter ces déchets ont réussi à faire repousser l'interdiction. Donc c'est interdit de construire de nouvelles installations pour faire ce type de compost, mais celles qui fonctionnent encore ont encore l'autorisation de faire des composts qui sont, s'ils respectent cette norme avec NFU 44051, avec pas mal de tests. Il n'y a pas que les plastiques, il y a aussi les métaux lourds, les résidus médicamenteux et d'autres molécules qui sont utilisées. Mais en tout cas, s'ils respectent cette norme, ils peuvent être utilisés sur les sols. Et donc le problème, c'est que ces microplastiques qu'on a mis dans les sols, on ne saura pas les enlever. Alors on entend parfois des essais d'enlever les plastiques dans les océans. Donc on enlève vraiment une miette de tous les plastiques qui arrivent dans les océans chaque année. Ça représente même pas la quantité qui arrive dans les océans. Donc déjà, ces nettoyages des océans, c'est quand même probablement pas la solution, mais dans les sols, en fait, là, c'est une image au microscope, donc c'est 1 micromètre, donc c'est grossi par un microscope, et donc ça, c'est une particule de sol naturelle. Donc il y a des minéraux, il y a des bactéries qu'on voit là, donc ça c'est tout à fait naturel, de la matière organique, et ça c'est un morceau de plastique. Donc qui est collé, donc qui est complètement mélangé au sol, donc on n'a aucun moyen de l'enlever. Et puis il y a des microplastiques qui ont été retrouvés très en profondeur dans les sols. Donc là encore, on peut pas imaginer comment on pourrait nettoyer les sols. Donc les impacts. Pourquoi est-ce que c'est un problème d'avoir ces microplastiques dans les écosystèmes ? Voilà, donc les impacts sur les écosystèmes. Donc sur les macroplastiques, les impacts sont assez connus. Il y a c'est des photos qui sont un peu dures, qui ont été publiées par l'IUCN. Donc je me souviens plus ce que ça veut dire cet acronyme. Et donc c'est sur les macroplastiques, on peut avoir des étranglements, des étouffements de tous ces animaux marins en particulier. C'est essentiellement sur les animaux marins que ça a été étudié, des blessures, des piégeages qui conduisent à leur mort. Mais en fait, les microplastiques ont d'autres impacts. Ils ont en fait un triple impact. Ils peuvent avoir un impact simplement en tant que particules. Donc l'ingestion de particules va modifier le système gastrique, va s'accumuler dans le système gastrique. Donc ça peut faire une diminution de la nutrition ou diffuser dans les tissus ou provoquer des stress sur le système gastrique. Donc ça, c'est simplement la particule elle-même. Mais on l'a vu, la particule, elle vient avec des substances chimiques très nombreuses. Elle peut aussi absorber des polluants présents dans l'environnement. Donc il y a aussi un stress chimique
qui est lié à l'ingestion de ces particules. Et puis, il y a un stress biologique parce que cette particule va perturber le microbiote intestinal, mais aussi elle peut transporter, accrocher à cette particule, on peut trouver des micro-organismes, soit des bactéries, soit des virus, dont certains sont pathogènes et qui vont avoir un impact sur les animaux qui les auront ingérés. Et donc sur les organismes du sol, alors c'est aussi vrai sur les poissons, il y a beaucoup plus d'études sur les poissons et sur les crustacés et sur les organismes aquatiques. Les études sur les organismes du sol sont plus récentes, mais elles ont montré une perturbation de la mobilité des colamboles, par exemple, quand il y a un milieu avec beaucoup de plastique, ils auront du mal à se mouvoir dans le sol. Et puis pour les escargots, les vers de terre ou les colamboles, qui sont des animaux essentiels pour le fonctionnement du sol, et ben on a observé une mortalité, une diminution de l'alimentation, des lésions intestinales, diminution de la croissance, de la reproduction, et puis perturbation du microbiote intestinal. Il y a quelques publications qui viennent montrer des impacts sur les pollinisateurs, en particulier sur les abeilles. Donc ça aussi, c'est aussi assez inquiétant. Elles sont déjà très exposées à beaucoup de pollution et aux microplastiques en particulier. Elles peuvent transporter. Donc il y a eu des études qui ont montré qu'il y avait des microplastiques qui s'accrochaient sous les ailes des abeilles. Donc il y en a probablement aussi dans le miel, bien sûr. Et elles ont aussi un impact sur les plantes. Donc ces microplastiques dans les sols peuvent conduire à un retard de germination et un impact sur la croissance racinaire. Alors, les mécanismes ne sont pas encore bien connus, c'est des recherches qui sont relativement récentes aussi, mais donc elles peuvent modifier la croissance des plantes, avoir un impact négatif sur la photosynthèse. Là aussi, il y a beaucoup d'études en laboratoire ou dans des milieux contrôlés, mais on ne comprend pas très bien les mécanismes. Et baisse des rendements agricoles. Donc ça a été observé en particulier en Chine, qui a utilisé depuis les années 90 énormément de bâches plastiques qu'ils n'ont pas enlevées, parce que quand on met une bâche plastique dans le sol, on ne peut pas tout enlever. Donc qui ont pollué des régions entières avec des microplastiques. Et là, ils observent qu'ils ne peuvent plus, que leurs rendements ont énormément baissé. Et puis, il y a aussi très peu d'études. Alors, il y a beaucoup d'études sur l'accumulation dans les produits de la mer. Et donc, toutes les études sur combien un être humain ingère de microplastiques se basent plutôt sur les teneurs qui sont trouvées dans les poissons ou dans les crustacés. Et il y a très peu de choses qui sont faites sur les plantes, mais il y a quelques études qui montrent que les plastiques, les nanoplastiques, là, les nanoparticules pourraient être transférées vers les parties comestibles des plantes via les racines ou les feuilles. Et elles pourraient aussi favoriser le transfert dans les plantes d'autres polluants comme le cadmium ou les pesticides. Voilà, donc en fait, c'est toute la chaîne alimentaire, tous les organismes, quelle que soit leur taille, qui vont être impactés par ces microplastiques qui ont différentes origines. Et puis, évidemment, l'homme, en haut de la chaîne alimentaire, va être impacté aussi. Donc, les impacts des plastiques sur la santé humaine, c'est aussi quelque chose qui commence à être bien connu. Alors, je pense que là, je vous ai déjà bien déprimé avec les écosystèmes, les poissons, les vers de terre. On va passer aux impacts sur les humains. Donc là, j'ai pas de bonnes nouvelles non plus, hein. Donc en fait, il y a deux types d'impacts de ces plastiques. Donc soit les microplastiques et les nanoplastiques. Donc là, c'est des recherches assez émergentes sur les connaissances sur les impacts sur la santé humaine. Il y a beaucoup de connaissances sur les animaux, donc on peut se dire qu'on est quand même des animaux pas si différents que les autres des autres animaux. Donc on va probablement retrouver les mêmes impacts. Mais pour l'instant, sur la santé humaine, vraiment des micro et nanoplastiques, il y a des recherches plutôt au stade préclinique. Et en revanche, les substances chimiques présentes dans les plastiques, ça fait des dizaines d'années qu'on connaît parfaitement leurs impacts. Donc ces substances chimiques, donc on a vu tout à l'heure, elles sont ajoutées dans les polymères ou alors elles se forment lors de la fabrication des produits plastiques, ajoutées intentionnellement ou non. Et elles sont donc plus de 16 000 de ces substances chimiques différentes. Et cette étude qui les a dénombrées a aussi montré qu'il y en avait un quart qu'ils ont pu identifier et qui étaient dangereuses pour la santé ou pour l'environnement.
soit perturbateurs endocriniens, cancérigènes, mutagènes, reprotoxiques. Il y a beaucoup de manières de danger présentés par ces molécules. Et il y en avait 10 000 de ces 16 000 molécules qui n'étaient pas assez testées, ou pas testées du tout, ou alors on savait pas ce que c'était, donc ça se retrouvait dans les plastiques. Et il y en a que 6% de ces 16 000 substances chimiques qui se retrouvent dans les plastiques, qui sont réglementées au niveau international par les accords mondiaux sur l'environnement. Donc on trouve ces substances chimiques, et ces substances chimiques, on y est exposé par l'environnement, mais on y est exposé aussi par les plastiques alimentaires. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas forcément connu. En tout cas, les industriels se gardent bien de le dire. Mais il peut y avoir des transferts de ces molécules qui sont dans l'emballage vers l'aliment. Des transferts qui vont être d'autant plus importants quand l'aliment sera porté à haute température. Donc, c'est fortement déconseillé de chauffer un plat au micro-ondes dans un plastique qui est censé aller au micro-ondes parce que ça va entraîner de plus forts transferts de ces molécules dans les aliments. Les transferts se font aussi davantage dans les petites portions parce qu'il y a plus de surface en contact, de surface de l'aliment en contact avec le plastique, pour des temps longs de contact, ou la nourriture grasse, donc les lipides, les graisses vont favoriser ces transferts de substances chimiques des emballages vers les aliments. Et donc une étude récente a montré qu'il y avait près de 1400 substances chimiques dans un échantillon de la population, près de 1400 substances chimiques des plastiques alimentaires qui avaient été retrouvées dans cet échantillon de population dans le corps humain. Donc ça, c'est une voie d'exposition en plus de l'exposition alimentaire. Et donc ça, c'est si on reprend cette image d'Archimboldo qui voulait dire on est ce qu'on mange. Donc au XVIe siècle, l'homme était constitué de légumes et de fruits. Alors j'ai une collègue suisse qui a essayé de refaire le même exercice sur qu'est-ce qu'on ferait aujourd'hui sur on est ce qu'on mange. Voilà, malheureusement, on est quand même très exposés à toutes ces nourritures ultra transformées et qui sont emballées. Donc par exemple, une canette, c'est du plastique en fait. Il y a de l'aluminium et à l'intérieur, il y a un liner en plastique. Donc si on dissout l'aluminium, on retrouve du plastique. Donc l'aliment, la boisson gazeuse, elle est en contact direct avec du plastique. Pareil pour la barquette en carton, à l'intérieur c'est du plastique. Donc l'aliment est aussi en contact direct avec le plastique. Et donc, quelles sont les connaissances? Donc là, il y a énormément de littérature scientifique sur les impacts de ces substances chimiques des plastiques sur la santé humaine. Là, il n'y a aucun doute. Donc, avec des impacts neurotoxiques sur le système cardiovasculaire, sur le système pulmonaire, et des impacts sur la reproduction, donc une baisse de la reproduction féminine comme masculine. Les phtalates, qui sont des plastifiants très utilisés dans de nombreux plastiques, notamment alimentaires, ont un lien avéré de causalité sur des maladies comme l'obésité, les diabètes, l'infertilité, les maladies cardiovasculaires. Le bisphénol A, dont vous avez sans doute entendu parler, puisqu'il a été interdit dans les biberons dans les années 2000 en France et en Europe. Donc, il a des impacts sur l'obésité, le diabète, l'infertilité, des dysfonctionnements thyroïdiens, parce que c'est ce qu'on appelle un perturbateur endocrinien, donc il va imiter ou bloquer le système hormonal. Et donc il est aussi lié aux cancers hormonodépendants, cancer du sein ou de la prostate. Les retardateurs de flamme, notamment les retardateurs bromés qu'on trouve dans les tissus d'ameublement. Alors eux, ils ont des effets neurotoxiques sur le système immunitaire. Il y a même une nouvelle maladie des chats, l'hyperthyroïdie du chat, qui est liée aux retardateurs de flammes bromées qui sont dans les canapés. Les chats passant beaucoup de temps sur les canapés, apparemment, ils ont développé cette maladie qui est devenue plus fréquente. Et puis l'épiphaste aussi, dont on entend parler, puisqu'il y a des pollutions dans beaucoup de régions en France. Donc la Société américaine d'endocrinologie a fait un petit peu a passé en revue un peu toutes ces maladies, et ils ont aussi chiffré le coût pour la société de ces maladies liées uniquement aux substances chimiques présentes dans les plastiques. Donc le coût pour traiter ces maladies qui sont souvent des maladies chroniques, il a été estimé à 250 milliards de dollars aux États-Unis, et c'est à peu près le même ordre de grandeur en France.
Donc en fait, le plastique, c'est pas cher, on en trouve partout, on l'utilise dans beaucoup d'applications parce que c'est pas cher, c'est un des matériaux les moins chers, mais son coût ne tient pas du tout compte de son coût réel, de ce qu'on appelle les externalités négatives. Donc ça, c'est les coûts pour la santé, mais on pourrait aussi ajouter les coûts de la destruction des écosystèmes. Ça a un coût aussi de la perte des services écosystémiques qui sont les services que la nature rend gratuitement pour les activités humaines, notamment pour l'agriculture. Donc c'est un coût important pour la société de ces matériaux. Et donc ça c'est pour les substances chimiques. Pour les microplastiques, il y a encore que des preuves précliniques, c'est-à-dire sur des modèles animaux, des souris, ou sur des modèles cellulaires, des cultures cellulaires humaines. Donc on est exposé par la respiration, donc on respire par l'inhalation, on respire des particules qui sont présentes dans l'air, par la peau. Alors ça c'est surtout aux substances chimiques des plastiques qui peuvent diffuser à travers la peau quand on porte des objets en plastique, ou par l'ingestion d'aliments ou de boissons. Et donc des impacts sur la santé émergents sont montrés, de neurotoxicité, des impacts sur la reproduction, sur la santé digestive, des liens avec la maladie de Crohn notamment. Des liens statistiques entre la présence de microplastiques et la sévérité de la maladie de Crohn, des liens sur le métabolisme ou sur les cancers qui ont été montrés sur les souris. Mais il n'y a pas d'études cliniques pouvant, parce que c'est difficile, évidemment, les humains sont exposés à de multiples stress chimiques, notamment. Et surtout, on ne connaît pas les mécanismes d'action de ces particules. Ce qui est utilisé par les lobbies du plastique pour dire mais on n'est pas sûr. Donc, tant qu'on n'est pas sûr, on ne va pas faire d'action pour diminuer les plastiques qu'on utilise. On va attendre encore 10 ans, 20 ans que les chercheurs trouvent un moyen d'être sûrs que ces impacts sont vraiment liés aux microplastiques. Mais peut-être qu'il va falloir quand même agir avant d'être sûr, parce que ce sera peut-être trop tard si on attend encore 10 ans. Donc pour en savoir plus sur ces impacts sur la santé, il y a un très bon film que je vous conseille qui s'appelle Homo Plasticus, qui a été diffusé sur la plateforme d'Arte et qui est disponible sur YouTube au moins. Je sais pas si il est encore disponible sur Arte. J'ai mis en anglais, mais désolé. Mais donc c'est une réalisatrice française. Il est en français. Je me suis trompée. Ah oui, l'invasion silencieuse des microplastiques. Bon, le résumé est en anglais, mais c'est un film en français où la réalisatrice est allée interviewer des chercheurs qui travaillent sur ces études émergentes sur l'impact des microplastiques dans le corps humain. Donc voilà, en général, c'est pas très joyeux comme film, hein, mais voilà, c'est un bon moyen de s'informer aussi. Voilà, alors je sais pas où j'en suis du temps. Oui, j'ai encore un petit peu de temps. Les solutions, parce que là je vous ai parlé des problèmes, mais on va parler des solutions. Alors je vais commencer par les fausses solutions. Voilà, les solutions on parle des plastiques biosourcés. Alors un plastique biosourcé, donc là, si mon pointeur il est là, à gauche on a les plastiques non biodégradables et à droite les plastiques biodégradables. En bas on a les plastiques d'origine fossile, en haut les plastiques d'origine biosourcée. Et en fait, il peut très bien y avoir des plastiques biosourcés qui sont non biodégradables. Donc ils ont exactement les mêmes problématiques de formation de microplastiques. En plus, quand on parle de biodégradabilité, on parle que du polymère, on parle pas du tout des additifs qui peuvent constituer plusieurs pourcents du plastique lui-même et qui sont peut-être les plus problématiques dans les impacts du plastique. Donc déjà, ces plastiques biosourcés, ils sont pas tous biodégradables, ils contiennent aussi des substances toxiques, ils polluent de toute façon lors de leur production, puisque la pollution par les plastiques commence dès la production. Et puis ils utilisent de la biomasse, donc souvent aujourd'hui c'est des algues ou des résidus végétaux, des résidus de l'agriculture, mais ça permet de fabriquer 1% des 460 millions de tonnes de plastique qu'on utilise. Si on imaginait qu'on voulait augmenter cette production, il y a un moment où ça pourrait devenir en compétition avec la production alimentaire, qui est déjà les terres dédiées à la production alimentaire peuvent aussi être menacées par la production énergétique, enfin la biomasse énergie. Donc c'est assez peu réaliste de se dire qu'on va fabriquer tout le plastique à partir de sources biosourcées, et en plus ça va pas forcément résoudre le problème.
Et donc ce terme bio, il y a un terme qui a été inventé par les industriels pour bien jeter la confusion parmi les consommateurs, c'est le terme bioplastique. Donc bio, on se dit c'est bien, ça doit être biologique, ça doit être bien. Ce terme bioplastique englobe ces plastiques biosourcés et les plastiques dits biodégradables. Alors je l'ai mis entre guillemets. Parce qu'en fait, les plastiques biodégradables ne sont pas biodégradables. Le label biodégradable est fourni par des certifications qui sont pas du tout transparentes, qui sont pas du tout indépendantes, des normes qui ont été faites avec des tests en laboratoire dans des conditions très très particulières. Donc biodégradable, ça veut dire qui va disparaître en contexte de compostage industriel, donc avec une montée en température à 70 degrés, un milieu bactérien adapté, une température et une humidité parfaite. Dans ce cas-là, le plastique peut se dégrader en produisant un peu de CO2 qui montre qu'il a été utilisé par des micro-organismes et surtout en se fragmentant en microplastiques. Mais en tout cas, à la fin, il y a plus, on voit plus le plastique. Ça se produit plus vite que sur un plastique qui va se fragmenter beaucoup plus lentement. Mais en fait, si on le laisse dans l'environnement, ce plastique biodégradable, que ce soit dans un sol ou dans l'eau, il va pas forcément se dégrader. Donc le plastique biodégradable, il faut surtout pas le mettre dans la nature. Il n'est pas du tout fait pour ça. Il est fait pour une fin de vie en compostage industriel. Mais en fait, quand on n'a pas, le consommateur a aucune consigne de tri. On lui dit même pas qu'il faut pas le jeter dans la nature, en fait. Alors qu'un sac plastique conventionnel, on a compris qu'il fallait pas le jeter dans la nature, mais c'est vraiment ça apporte beaucoup de confusion en fait. Il faudrait presque une collecte séparée de ces plastiques. Et puis, il a été montré que ces plastiques dits biodégradables, ils ont des effets écotoxicologiques, même s'ils arrivent à se dégrader dans certains milieux favorables comme le compost. Mais ils vont libérer des substances chimiques parce qu'ils sont aussi faits avec des plastifiants, des additifs chimiques qui sont les mêmes que les plastiques conventionnels. Donc là encore, on ne parle que du polymère qui est biodégradable dans certaines conditions et qui va libérer toutes les substances chimiques qu'il contenait. Donc c'est vraiment pas une solution. Ça a plutôt apporté de nouveaux problèmes qu'on est en train d'étudier aujourd'hui. J'ai une thèse qui va être soutenue, une doctorante que j'ai encadrée qui va soutenir dans un mois, qui a regardé le devenir de ces plastiques dits biodégradables dans les sols. Donc ça nous donne des sujets de recherche, c'est bien, ça nous donne du travail, mais il aurait mieux valu se poser la question avant de les mettre sur le marché. Donc c'est vraiment des choses qu'il faut réserver à des utilisations très spécifiques. Et puis en agriculture, c'est un peu une catastrophe parce que les plastiques dits biodégradables, ils vont même pas être retirés du sol, ils vont être directement labourés et incorporer complètement les bâches dans le sol, et on va retrouver donc des microplastiques dans ces sols et parfois sur la peau des légumes, donc sur les courges. En particulier en bio, on peut avoir des contaminations des plastiques. Donc on utilise des plastiques pour éviter les produits chimiques, mais en fait on apporte d'autres produits chimiques dans les sols et dans les aliments. Le recyclage. Alors le recyclage, c'est un peu un mythe qu'on nous a vendu pour nous dire vous pouvez continuer à consommer du plastique, à produire des déchets. En fait, en raison de la multitude de plastiques différents, des polymères, des additifs, des plastiques qui sont plus ou moins souillés par leur utilisation, à chaque cycle de recyclage, ils vont perdre des propriétés. En plus, on n'a pas d'informations sur leur composition, donc ils vont perdre de leurs propriétés. Il va falloir rajouter des résines vierges, et finalement, pour fabriquer un objet, il y a très peu de plastique recyclé qui peut être incorporé dans la chaîne de fabrication. Ça a des impacts environnementaux, ça va consommer des ressources et polluer lors du recyclage. Et en fait, le plastique se recycle que quelques cycles. Le mieux qu'on puisse faire, c'est les bouteilles d'eau transparentes, où on peut faire 4, 5, 6 cycles de recyclage. En ajoutant à chaque fois dans le process du plastique vierge. Donc en fait, ça ne fait que décaler un tout petit peu. C'est ce qu'on explique dans cet article aussi auquel j'ai contribué toujours dans The Conversation. Donc c'est des articles qui sont normalement assez accessibles, enfin qu'on a voulu rendre accessibles. Le recyclage, finalement, ça ne fait que retarder de quelques années la production de plastique vierge. Et de toute façon, le plastique recyclé va finir en déchet ultime, puisqu'on ne peut pas le recycler à l'infini, contrairement à ce qu'un de nos députés à l'Assemblée nationale a affirmé au mois de décembre. Où il y a un député en France qui a dit le plastique se recycle, tout le plastique se recycle à l'infini, donc c'est absolument de la désinformation. Voilà. Et il y a aussi un problème de viabilité économique que là, même les industriels commencent à reconnaître. Le recyclage a un coût élevé.
Donc ça c'est plutôt pour les collectivités, donc ça c'est pas le problème des industriels, puisque c'est les collectivités territoriales qui payent les infrastructures. Mais en plus le plastique produit, le plastique recyclé coûte plus cher que le plastique vierge qui a une meilleure qualité. Donc on comprend bien qu'il n'y a pas de circuit économique qui peut être utilisé. Donc et finalement c'est un procédé qui n'est fonctionnel que pour quelques types de polymères. Donc le PET des bouteilles d'eau, parce que c'est assez homogène dans les différentes marques, ou certains polyéthylènes, et encore il faut là avoir un tri assez important à la source. Voilà, donc les vraies solutions. Il y en a quand même. Alors ça c'est une œuvre d'un artiste qui s'appelle Benjamin Wang, qui s'appelle Fermer le robinet, et qui avait été exposé lors des négociations à l'ONU du traité international sur le plastique, dont je vais peut-être vous parler, mais je vois que je déborde. Non, ça va encore. Et donc voilà, l'idée c'est que si on a une fuite d'eau dans sa salle de bain, on va pas éponger. Si on se contente juste d'éponger sans fermer le robinet, on va pas réussir à juguler la fuite d'eau. Donc en général, quand on a une fuite d'eau, on commence à couper le robinet avant d'éponger. Et donc c'est ce qu'il faudrait faire pour la pollution plastique, au lieu d'essayer d'aller chercher les plastiques dans les océans, de trouver des solutions technologiques pour faire disparaître les microplastiques dans les rivières, etc. Il vaudrait mieux essayer de ne plus en envoyer déjà dans l'environnement. Et donc ça revient à l'idée, qu'est-ce que c'est que l'économie circulaire? Parce qu'on nous vend souvent l'économie circulaire. En fait, il y a eu un glissement sémantique qui est sur l'économie circulaire des plastiques. Quand on parle d'économie circulaire, on dit il faut du recyclage. Mais en fait, le recyclage, c'est pas du tout ça. L'économie circulaire, c'est qu'il faut produire en limitant la consommation et le gaspillage des ressources, et en limitant la production de déchets. Donc le premier levier de l'économie circulaire, c'est le ministère de la Transition écologique qui le dit, c'est dans la loi française, dans la directive sur le Code de l'environnement. Le premier levier de l'économie circulaire, c'est de ne pas produire le déchet, en refusant, donc c'est la règle des 3 R, ce serait refuser, réduire, réutiliser, réparer. Pour revenir en boucle, là c'est une boucle fermée, si on répare, on réutilise, et quand on a produit le déchet, ensuite recycler, récupérer l'énergie ou éliminer en dernier recours. Mais l'économie circulaire, normalement, elle devrait être basée sur le premier levier qui est la réduction des déchets. Et tout ce qu'on va faire comme intervention pour réduire la production de déchets, ça va avoir un faible coût pour la société. Ne pas produire un déchet, ça n'a pas de coût. Produire un déchet, ça veut dire qu'il va falloir payer des infrastructures pour le traiter. Il va bien sûr y avoir peu d'émissions de gaz à effet de serre si on reste dans ce circuit d'évitement du déchet. Et puis de faibles impacts environnementaux et sanitaires, alors que toutes les interventions, quand le déchet est déjà produit, qu'il a déjà pollué d'ailleurs pendant ces étapes de production et d'utilisation, de toute façon, ça va avoir un coût élevé pour la société, conduire à des émissions de gaz à effet de serre élevées et des impacts environnementaux et sanitaires élevés. Donc la priorité devrait être, ça n'est pas du tout le cas en France actuellement surtout, devrait être aux mesures en amont qui vont permettre d'éviter le déchet. Et donc ça, c'est ce que les scientifiques amènent dans les négociations du traité international. Donc je vais finir là-dessus sur les vraies bonnes solutions. Donc c'est réduire la production et la consommation de plastique, réglementer les substances chimiques dans les plastiques. Il y a pas de réglementation aujourd'hui, très peu. Simplifier la composition des plastiques et surtout prendre en compte dans toutes ces mesures, prendre en compte les impacts sur la santé humaine qui sont aujourd'hui avérés, connus, qu'on connaît suffisamment. Donc, qu'est-ce que c'est que ce traité dont je vous parle? Donc, c'est un traité international juridiquement contraignant pour mettre fin à la pollution plastique, fondé sur une approche globale couvrant l'ensemble du cycle de vie des plastiques. Donc, c'est ça que les pays ont décidé de négocier en 2022. Donc, ce serait un traité qui serait similaire à l'accord de Paris sur le climat ou à ou à la Convention sur la biodiversité, qui est négocié par les États membres du Programme des Nations Unies pour l'environnement depuis 2023, en présence d'observateurs
Et donc, moi, en tant que scientifique, j'ai participé aux dernières sessions de négociation. Les observateurs, ce sont aussi les ONG qui vont plutôt faire un plaidoyer, venir porter un plaidoyer sur la pollution plastique, et des représentants des peuples autochtones qui sont particulièrement impactés par tout ce qui est amont du cycle de vie du plastique, extraction pétrolière ou production pétrochimique. Et donc, comme il n'y avait pas d'interface science politique comme un GIEC ou un IPBES dans ces négociations, les scientifiques se sont coordonnés pour créer une coalition internationale dont je fais partie. Donc, c'est 400 scientifiques de 64 nationalités différentes, des scientifiques indépendants, donc qui doivent prouver qu'ils n'ont pas de lien avec l'industrie des plastiques. C'est quand même un risque aussi toujours de désinformation par des fausses études scientifiques. Et puis on produit des notes de synthèse. Donc là, il y a un QR code. Enfin, si vous voulez y avoir accès, elles sont, on les traduit en français aussi. Sur tous ces sujets, santé humaine, les substances chimiques des plastiques, les micro-nanoplastiques, les plastiques dans les systèmes alimentaires, qui sont à destination des décideurs, des politiques et des négociateurs de ce traité. On a écrit aussi un article dans The Conversation pour expliquer un peu notre expérience, parce que c'est quand même c'est une expérience assez intéressante et assez exceptionnelle de participer à ces négociations. Et donc finalement, aujourd'hui, les négociations n'ont pas abouti. La dernière session de négociation a eu lieu en août 2025 à Genève. Et on se retrouve avec deux coalitions de pays, avec deux visions opposées. Donc il y a la vision des pays dits ambitieux, dont fait partie la France, dont la France est moteur d'ailleurs sur ces questions à l'international. Donc des pays qui veulent un traité qui inclut la production, donc qui est des mesures contraignantes au niveau global pour diminuer, pour mettre des quotas de production ou de consommation de plastique dans les différents pays. Donc ça, c'est la coalition qui est officiellement constituée de 75 membres, dont l'Union européenne et ses 27 membres, mais avec une extension à d'autres pays qui ont montré leur accord, mais qui ne sont pas rentrés dans cette coalition officielle. Et donc ça contient à peu près 120 pays sur les 193 pays qui négocient. La France avait lancé le Nice Wake Up Call, donc l'appel de Nice, lors de la conférence des Nations Unies pour les océans en juin 2025 à Nice, qui a reçu 97 signatures de pays, donc menée par Agnès Pannier-Runacher, qui était la ministre de la Transition écologique à l'époque. Puis face à ces pays ambitieux, il y a les pays producteurs de pétrole ou producteurs de plastique qui veulent un traité qui soit uniquement basé sur les déchets. Et donc c'est une négation de la science, puisque toute la science montre que si on se contente de mieux traiter les déchets ou d'améliorer le recyclage, ça va avoir très peu d'impact sur la pollution. Alors bien sûr, le recyclage fait partie de la solution, mais il ne sera pas la solution si on n'a pas diminué la production de plastique en amont et simplifié les plastiques. Donc ces pays qui comprennent tous les pays du Golfe producteurs de plastique, l'Iran, l'Inde, la Russie, et qui ont été rejoints bien sûr par les États-Unis l'année dernière. Dans ces négociations, ils ont des stratégies de blocage. Ils vont perdre du temps, ils prennent la parole pour simplement des points de procédure ou des points de détail, et ils font des interventions niant la science. Et c'est là que les scientifiques peuvent intervenir auprès des pays pour diffuser les vraies informations scientifiques. Et puis on a aussi les lobbies dans ces négociations, donc les lobbies du pétrole et les lobbies du plastique, qui étaient 3 fois plus nombreux que les scientifiques aux dernières négociations, et qui font pression sur les États, qui ont des tactiques d'intimidation aussi sur les scientifiques, qui peuvent rédiger des études scientifiques biaisées. Donc ça, ce sont des stratégies qui sont très bien connues, parce que c'est celles qui ont été utilisées par l'industrie du tabac, donc la fabrique du doute, et qui sont utilisées par ces entreprises, ces industries du plastique. Et pour le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, ça constitue aussi c'est contraire aux droits de l'homme, au droit d'accès à l'information et d'accès à une information robuste. Et ces affirmations trompeuses peuvent jeter le doute sur les preuves scientifiques et bloquer ou compromettre les mesures politiques. Donc c'est un espace, ces négociations, qui est pas facile. C'est pas facile de trouver sa place. Et aujourd'hui, où on en est de ces négociations? À Genève, donc il y a eu quand même pas mal d'articles de presse en août dernier, après les négociations, qui disaient c'est un échec, les pays sont pas arrivés à se mettre d'accord.
c'est un sujet complexe et ce qu'on voit, c'est que les choses avancent quand même. Il y a quand même des pays qui prennent conscience des problématiques qu'ils n'avaient pas forcément confiance au début. Même la Chine a dit, on se rend compte que c'est plus compliqué que ce qu'on pensait, parce que la Chine, le plus gros producteur au monde de plastique, il pensait que si on arrivait à améliorer le traitement des déchets pour tout le monde, ça améliorerait la pollution. Mais en fait, les discussions servent aussi à faire prendre conscience aux pays. Ça n'a pas été un échec parce que nous, ce qu'on craignait, c'est que les pays se mettent d'accord en se disant il faut absolument un traité et qu'ils aient un traité vide de sens et qui n'ait aucune utilité. Ça n'a pas été le cas. Les pays ont rejeté à la fin de la semaine de négociation, des 10 jours de négociation, un texte qui avait été proposé par le président et qui leur avait paru trop faible, qui était trop basé sur l'aval, donc sur le traitement des déchets. Et ils ont accepté de prolonger les négociations, alors qu'il y a toujours la crainte que des pays disent, dans la situation géopolitique actuelle, en plus, on n'arrive pas à discuter, on n'arrive pas à se mettre d'accord, mais ils ont décidé de continuer. Sur le même mandat qui avait été défini par le programme des Nations Unies pour l'environnement en 2023, donc c'est plutôt positif. Et bien sûr, évidemment, c'est pas un succès non plus parce qu'on n'est pas arrivé à ce traité ambitieux qu'on attend, mais on espère, dans les années à venir, même s'il y a quand même un peu urgence maintenant, que les pays vont se mettre d'accord sur, voilà. Et donc c'était juste, c'est tout sur la suite des négociations. Il y a eu une session la semaine dernière à Genève juste pour élire le président du comité de négociation. Probablement une nouvelle session à l'automne et beaucoup d'interrogations sur la suite, sur la méthode de travail. Et voilà, j'ai terminé. C'était une conférence buissonnière de l'Association des jardins et vergers de l'Outre-Forêt.